Il y a 9 ans, j'ai disparu. Pas au sens littéral. Mon corps respirait encore mes pas, foulait encore cette terre. Mais pour ma famille, je n'existais plus. Pas de battu. Pas de question. Mon nom lui-même était devenu tabou. Tout a commencé par un murmure, un mensonge drapé de politesse. Un chèque du trust familial s'est volatilisé. Puis un autre. Et sans savoir comment tous les regards se sont tournés vers moi. Isabelle, ma belle-mère, avait ce don de distiller la cruauté sous des airs de velours. Elle est instable, a-t-elle soufflé à mon père. Peut-être a-t-elle besoin d'aide ou d'éloignement. Et mon père Antoine Dubois, cet homme qui régnait sur notre famille par le silence et les parafas, n'a même pas croisé mon regard lorsqu'il a signé les documents qui m'ont rayé des comptes de l'entreprise familiale. Pas de procès, pas de vérité. Juste une gomme sur mon existence. J'ai tenté de m'expliquer, une fois. Il a répondu « Ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont ». Alors je suis partie. Une valise à la main, j'ai quitté la maison où j'avais grandi. Celle avec le plancher qui craque et cette fenêtre au 3e étage où mes initiales sont encore gravées dans le bois. Personne ne m'a suivi, ni une semaine plus tard, ni un mois après, ni pendant 9 longues années. J'ai reconstruit ma vie dans l'ombre, jamais tout à fait entière mais jamais assez brisée pour oublier. Ils y ignoraient où j'étais. Je l'ai voulu ainsi, jusqu'à ce qu'une lettre arrive l'hiver dernier. Vieillie jaunie signée de la main d'un homme que je n'avais pas entendu depuis des décennies, maître Julien Moreau, l'avocat de mon grand-père. À l'intérieur, une phrase a tout changé. Votre grand-père ne vous a jamais désavoué. Au contraire, il vous a légué l'acte de propriété. Et d'un coup, je n'étais plus celle qu'on avait oubliée. J'étais la propriétaire. Elle est arrivée un mardi, sans adresse d'expéditeur. Juste mon nom, Evelyne Dubois, tracé d'une écriture cursive élégante comme un écho d'une autre vie. Un instant, j'ai cru à une farce, ou pire à un piège. Mais une intuition m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur, une seule feuille, papier crème texture épaisse. La signature en bas m'a glacé le sang. Julien Moreau, l'ancien avocat de mon grand-père, le dernier à m'avoir traité comme une personne et non comme un fardeau. Je n'avais pas entendu ce nom depuis mes 19 ans. La lettre disait « Mademoiselle Dubois, je vous présente mes excuses pour le retard de cette remise. Votre grand-père m'avait donné pour instruction de ne transmettre ce document qu'en cas de contestation légale, ou après 9 années complètes de votre absence. Si joint-il une copie certifiée de l'acte de propriété du domaine du bois. Vous en êtes l'unique bénéficiaire. Cet acte prévaut sur toutes les revendications ou transferts antérieurs. Je l'ai lu 3 fois. Mes doigts étaient engourdis. Le domaine du bois. Cette même propriété dont il m'avait accusé d'avoir volé. Cette maison dont il m'avait chassé. Mienne. Aucun doute. Une certitude juridique scellée par des tampons et des signatures. J'ai composé le numéro indiqué au bas de la lettre. La voix de Moreau était rauque mais ferme. J'ai tenu ma promesse à votre grand-père. Il voulait vous protéger. Protéger. Personne ne m'avait protégé depuis 9 ans. Mais soudain j'avais un levier. Pas juste un document, l'acte de propriété. La seule chose qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Ni Antoine, ni Isabelle, ni cette famille qui avait réécrit l'histoire sans moi. Je fixais l'enveloppe. Ils pensaient m'avoir effacé. Mais je tenais l'encre. Je ne les ai pas prévenus. Pas d'email, pas d'appel. Pas de réponse polie à leur traditionnelle soirée d'hiver au domaine. Cet événement que j'organisais autrefois jusqu'aux serviettes et au centre de table. Cette année, je n'étais pas invitée. Mais j'allais venir quand même. J'ai pris le premier vol sans bagage, juste un dossier de documents juridiques et un manteau gris ardoise couleur du ciel de janvier. Sobre, impénétrable. À l'entrée, le gardien ne m'a pas reconnu. Je ne lui en voulais pas. 9 ans et 3 villes plus tard, je me reconnaissais à peine moi-même. Je suis Evelyne Dubois, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Madame la liste des invités. Est-ce sans importance, ai-je répondu en lui tendant l'acte. Un coup d'œil a suffi, son attitude a changé. Il a appuyé sur le bouton. La grille a grincé en s'ouvrant. En remontant l'allée sinueuse, la neige craquait sous mes bottes comme du verre qui se brise. À l'intérieur, les lumières scintillaient. Lustres en cristal flûte de champagne robe de soie. Tout était comme avant. Sauf que cette fois, j'étais la surprise. Je me suis glissée par l'entrée latérale. Personne ne m'a remarqué au début. Je me tenais près de la cheminée juste à la lisière de la reconnaissance. Jusqu'à ce qu'une flûte de champagne s'écrase sur le marbre. Sophie, ma cousine, la seule à avoir jamais eu une once de conscience, s'est figée blême. Ses yeux se sont écarquillés. « Evelyne » a-t-elle murmuré. Un silence s'est propagé comme une brume. Les têtes se sont tournées.
Les voix se sont tues. Et puis de l'autre côté de la pièce, Isabelle est apparue serrant ses perles, un sourire trop tardif aux lèvres. « Ma chérie », a-t-elle soufflé. « Nous ne savions pas que tu venais. » J'ai souri. « Je sais. » La salle retenait son souffle. Ma présence était une écharde sous leur peau, petite mais assez acérée pour gâcher la soirée. Antoine Dubois se tenait au bar, un verre de whisky à la main figé, en plein geste. Il a croisé mon regard avec cette même expression qu'il arborait il y a 9 ans. Pas de colère, pas de culpabilité, juste un calcul froid. Comme si j'étais une variable qu'il n'avait pas prévue. Isabelle a traversé la pièce avec une grâce étudiée, ses talons claquant comme un métronome tendu. Elle s'est arrêtée à un pas de moi, les yeux écarquillés, feignant une chaleur mielleuse. « Mon Dieu, Evelyne, tu as l'air en forme ?» a-t-elle ronronné, la voix trempée de sucre et de fiel. Quelle surprise! Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai glissé la main dans la poche de mon manteau et en ai sorti le dossier. Épais, papier crème, tampon officiel, seau doré. Je l'ai posé sur le piano ancien avec une douceur qui résonne plus fort qu'un cri. Ceci, ai-je dit, est l'acte de propriété de ce domaine. Il porte mon nom et la signature de mon grand-père. Daté, certifié, inaltéré. Isabelle a cligné des yeux. Antoine s'est avancé lentement. Il a ouvert le dossier, l'a parcouru et a blêmi. Il a vu la signature de Moreau, le notaire. La lettre d'instruction jointe. Le silence s'est répandu comme une tache d'encre. Un invité a toussé. Quelqu'un a pris une photo avec son téléphone. Un autre a murmuré « C'est vrai ». Sophie derrière moi tremblait. Isabelle s'est ressaisie la première. « Ma chérie, ça ne peut pas être légal. Il doit y avoir une erreur. » « Aucune erreur. » Ai-je coupé calme mais tranchante. « Vous vivez ici parce que je le permets. À partir de ce soir, cela change. » La voix d'Antoine a enfin émergé rauque et basse. « Pourquoi fais-tu ça ?» J'ai soutenu son regard. « Tu m'as appris à survivre au silence, papa. Maintenant, je t'apprends ce que ça fait quand je prends la parole. » Ils n'ont pas crié. Ils ont comploté. À peine avais-je quitté la pièce qu'Isabelle s'est mise à chuchoter. Elle serrait l'acte comme s'il était radioactif, cherchant des alliés du regard. En quelques minutes, leur avocat, maître Bernard Lefebvre, était au téléphone en haut-parleur depuis le bureau. « Elle l'a falsifié », a sifflé Isabelle. Elle a dû trouver un vieux document de Moreau et trafiquer le reste. Antoine n'a rien dit. Il a hoché la tête, lèvres pincées, la rage soigneusement contenue. Depuis le couloir, j'entendais tout. Je suis entrée dans l'embrasure comme un fantôme qui refuse de s'effacer. Toujours à m'accuser de falsification. Ai-je dit doucement. Vous l'avez fait il y a 9 ans. Envie d'essayer autre chose. La voix de Lefebvre a grésillé dans le haut-parleur. Mademoiselle Dubois, sans l'original, cet acte n'aura aucune valeur. J'ai posé un second dossier sur le bureau. Julien Moreau a eu la prévoyance de conserver 2 originaux. L'un dans un coffre ignifugé, l'autre m'a été remis en main propre. Leurs visages se sont décomposés. Sophie, qui m'avait suivie, a brisé le silence. C'est authentique. J'ai vu les sceaux. Ce n'est pas une mise en scène. Le masque d'Isabelle s'est fissuré. Tu penses que ça te rend puissante. Ce domaine est notre maison. Nous l'avons construit. Je n'ai pas scellé. Comme non. Je n'ai pas. Vous avez construit des façades, ai-je répondu. Grand-père lui a bâti un héritage. Il connaissait la différence. C'est alors qu'ils ont changé de tactique. Isabelle s'est approchée, posant une main sur la mienne comme si nous étions redevenues sœurs. Nous avons tous changé, Evelyne. Nous avons grandi. Parlons-en. J'ai retiré ma main. Si vous aviez voulu parler, vous auriez répondu à ma première lettre. Ou à la 10e. Antoine s'est levé de toute sa hauteur. Tu fais une erreur. J'ai soutenu son regard. Calme. Assuré. J'en ai fait une, oui. Une fois. J'ai tourné les talons. Cette fois, je suis venue avec l'acte. Dehors, la tempête s'était calmée, mais en moi, quelque chose hurlait encore. Après l'affrontement, j'ai quitté le domaine et pris un taxi jusqu'au cimetière. Vers la tombe de mon grand-père, il n'y avait personne. Juste des pierres tombales saupoudrées de neige et un silence assez épais pour s'y confesser. Je me suis agenouillée, mon souffle flottant dans l'air glacé comme un secret. J'ai gardé le silence comme tu me l'as appris. J'ai tenu bon quand ils ont essayé de me briser. Mais maintenant, j'ai besoin de plus que du silence. Dans ma poche, je serrais l'enveloppe que Moreau m'avait remise, marquée « À ouvrir seul ». À l'intérieur, 3 choses. Une lettre manuscrite de mon grand-père datée de quelques semaines avant sa mort. Une photo de moi enfant sur ses genoux riant tous les deux sous le grand chêne du jardin. Et une clé. La lettre disait « Ils ont changé, Evelyne. Ou peut-être était-il toujours ainsi et j'ai refusé de le voir.
Mais toi, tu as toujours écouté. Tu voyais les gens même quand ils t'ignoraient. Isabelle réécrit l'histoire. Elle a convaincu ton père que je perdais la tête, que tu m'avais manipulée. Mais cette clé ouvre le coffre dans mon bureau. Ce qu'il contient prouve qui a cherché à t'effacer. Je suis revenue au domaine avant l'aube. Tout le monde dormait, ou faisait semblant. J'ai ouvert le coffre dans la bibliothèque. À l'intérieur, des relevés bancaires montrant des fonds disparus. Une lettre falsifiée visant à me rayer du testament. Signée de la main d'Isabelle, mais notariée par un ami de la famille radié depuis. Et des enregistrements audio. Isabelle coachant le personnel pour écarter Evelyne en douceur. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste empilé les documents, rembobiné les bandes et monté l'escalier. Il ne s'agissait plus seulement de réclamer ce qui m'appartenait. Il s'agissait de révéler ce qu'ils avaient tenté d'enterrer. Le dîner au domaine a commencé comme une scène de magazine, verré en cristal, quatuor à cordes. Invité souriant, sirotant un bordeaux vieilli sous les lustres qu'Evelyne enfant astiquait autrefois. Tous ceux qui comptaient et étaient l'eau, ou pensaient l'être. Amis de la famille, partenaires d'affaires, profiteurs de l'héritage. Au centre, Antoine Dubois s'est levé pour porter un toast, ses boutons de manchette en argent scintillant sous la lumière douce. J'ai attendu que le vin soit versé, que les fourchettes s'immobilisent. Puis je me suis levée de ma place à l'extrémité de la longue table en chêne, celle où il m'avait reléguée pour me faire taire. Ma voix, quand elle a résonné, n'était pas forte. Mais elle n'avait pas besoin de l'être. J'aimerais dire quelque chose. Les chaises ont bougé. Les sourcils se sont haussés. La mâchoire d'Antoine s'est crispée. Isabelle a posé son verre sans y toucher. J'ai marché lentement vers le bout de la table, mes talons résonnant sur le parquet comme un compte à rebours avant l'explosion. J'ai placé un petit haut-parleur au centre. J'ai appuyé sur « play ». La voix qui s'est élevée était rocailleuse, familière, morte. S'ils trouvent ceci, Evelyne, c'est qu'ils ont encore essayé de t'effacer. Bon, mais j'ai laissé cet enregistrement car la vérité mérite la lumière. Tu es l'héritière légitime de cette maison. Pas par le sang, mais par l'intégrité. Des hoquets ont brisé le silence. J'ai brandi un dossier et commencé à distribuer des copies le long de la table, page après page de relevés financiers, de déclarations notariées et cette lettre falsifiée qu'Isabelle pensait disparue. Vous avez dit que j'étais instable, que j'avais volé, que je n'avais pas ma place, ai-je dit calmement. Mais la vérité, c'est que vous aviez peur de ce que j'ai hérité, pas de l'argent, pas des terres, mais de la mémoire. Isabelle s'est levée les yeux flamboyants. C'est une mise en scène ? Non, ai-je coupé. Ça, c'était ta spécialité. Je me suis tournée vers Antoine. Tu savais. Ou tu ne voulais pas savoir. Dans les deux cas, tu as laissé ta femme exiler ta fille parce que c'était plus simple que de voir qui elle était vraiment. Un téléphone a cliqué. Un invité a murmuré « Elle possède le domaine ». Un autre « Ça va devenir viral ». La main d'Antoine tremblait. Il s'est rassis sans un mot. Isabelle est sortie. Sans perles, sans défense. Juste le silence. Je n'ai pas souri. Pas encore. Mais j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. La première respiration qui ne semblait pas empruntée. Ils ne m'ont pas arrêté en partant. Ni Antoine, ni Isabelle, ni les cousins qui riaient autrefois quand j'ai été forcée de faire mes valises et de partir sans voiture en pleine nuit. Cette même allée qu'ils m'ont regardé descendre dans la honte. Je l'ai remontée en silence. Et cette fois, je n'ai pas frappé. Le lendemain matin, je suis revenue avec la gestionnaire du domaine, Madame Claire Martin, une femme qui travaillait ici depuis mes 5 ans. Elle m'a accueillie à la porte latérale, tordant son tablier entre ses mains. « Je savais que vous reviendriez », a-t-elle murmuré. « Moi non », ai-je répondu, en lui tendant un nouveau contrat. Dans le salon d'été, Antoine Sec était assis seul. Robe de chambre impeccable, visage indéchiffrable. Il semblait plus vieux que dans mes souvenirs. Plus petit. « Je suppose que c'est ici que tu nous demandes sa part de partir », a-t-il dit sans lever les yeux. J'ai secoué la tête. Non, pas encore. Son sourcil s'est légèrement haussé. « Je veux que certaines choses sortent du grenier », ai-je dit. La balançoire du jardin, les vinyles de maman. Et mon nom, remets-le sur l'acte de propriété là où il a toujours été. Il n'a pas protesté. Il a juste hoché la tête lentement. Et pour la première fois de ma vie, il a dit quelque chose d'honnête. « Tu as toujours été la plus forte. Nous n'avons simplement pas su aimer ça. » Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à prouver, seulement des choses à construire. La trêve n'a pas duré longtemps. 3 jours après le dîner, j'ai reçu une lettre, épaisse gaufrée drapée d'arrogance. Antoine et Isabelle contestaient
l'acte en justice successorale, invoquant une influence indue, un déclin mental et une réintégration frauduleuse. Il courait après des fantômes. Leur nouvel avocat était tape à l'œil, bruyant. Il a envoyé une notification agressive exigeant une déposition et un gel temporaire du transfert du domaine. Je n'ai pas scellé. J'avais déjà engagé maître Alice Lemoine, une avocate discrète mais redoutable qui avait autrefois démantelé une dynastie immobilière d'1 milliard d'euros, et ce en ballerine. Elle a lu la lettre souris une fois et dit qu'ils viennent. Au tribunal, ça n'a pas traîné. Les enregistrements audio, les 2 actes originaux, l'affidavit de Moreau, et même la voix d'Isabelle enregistrée ordonnant au personnel de ne jamais laisser Evelyne revenir. Le verdict du juge fut rapide et cinglant. La Cour juge les actions des défendeurs frauduleuses et malveillantes. L'acte est validé. La propriété exclusive revient à mademoiselle Evelyne Dubois. Dehors, les flashs des photographes crépitaient. Un journaliste a crié « Mademoiselle Dubois, allez-vous porter plainte ?» J'ai marqué une pause. Non, je ne suis pas là pour me venger. Mais je n'étais pas là pour me réconcilier non plus. Antoine n'a pas croisé mon regard en partant. Isabelle si. Et pour la première fois, elle semblait avoir peur. Pas d'être exposée, mais d'être insignifiante. Je ne les ai pas suivis. J'avais une maison où rentrer. Une maison où ils n'avaient plus leur place. Les offres ont afflué plus vite que les procès. Promoteurs. Chaîne d'hôtels de luxe. Fondation patrimoniale. Tous avides de planter leurs griffes dans le domaine du bois maintenant sous les feux des projecteurs. Une proposition atteignait 18,7 millions d'euros promettant de préserver l'âme architecturale, tout en transformant la maison en centre de retraite pour PDG. Je n'ai même pas fini de la lire. Parce qu'ils voulaient à la maison. Mais ce que j'avais repris, c'était l'histoire. Un matin, je parcourais les couloirs avec une tasse de café noir comme ma mère le faisait. Elle mettait du jazz sur le vieux tourne-disque et fredonnait en pliant le linge dans le salon d'été. Ces vinyles étaient encore au grenier. Poussiéreux, mais intacts. Je les ai fait nettoyer, cataloguer, restaurer. La maison s'est remise à chanter. Et puis j'ai fait quelque chose que personne n'attendait. J'ai ouvert une aile du domaine pour en faire un refuge pour femmes, nommé en l'honneur de ma mère. L'aile des soucis, pour les femmes rejetées, abandonnées, effacées. La plaque à l'entrée proclame « À celles qu'on a sommées de disparaître, vous méritez des portes qui s'ouvrent ». Antoine n'est jamais venu. Isabelle a envoyé une dernière lettre, sans signature, juste un chèque. Je l'ai donné au refuge et lui ai renvoyé le reçu. Certaines choses ne s'achètent pas. Et certaines maisons ne se vendent pas. Le domaine n'avait pas besoin de marbre neuf ou d'un rebranding. Il avait besoin de mémoire. Et je me souvenais de tout. Je n'avais plus besoin de leur silence pour hurler ma valeur. Les journaux étaient passés à autre chose. Les procès étaient terminés. Mais mon histoire, la vraie, ne faisait que commencer. Je n'étais plus la femme qui, il y a 9 ans, était partie avec une valise et la honte cousue dans le dos. Cette Evelyne-là avait été effacée. Celle-ci s'était réécrite. J'ai commencé petit restaurer les carreaux de la cuisine à la main. Ils portaient encore des taches de farine du dernier gâteau que ma mère avait préparé. La première fois que je me suis agenouillée pour les nettoyer, j'ai pleuré. Pas de chagrin, de soulagement. Parce que j'avais enfin le droit de me souvenir d'elle en couleur. La nouvelle de l'aile des soucis s'est répandue. Les dons ont afflué. Les bénévoles ont suivi. L'une d'elles était Sophie. Elle apportait du café tous les dimanches sans jamais réclamer de reconnaissance. « Tu ne m'as jamais dit merci », a-t-elle plaisanté un jour. « Je n'avais pas besoin », ai-je répondu. « Tu es resté quand ça comptait. » J'ai organisé mon premier dîner au domaine l'hiver suivant. Pas un gala, pas une levée de fonds. Juste une longue table, une bonne soupe et des gens qui me voyaient comme Evelyne, pas comme un gros titre. À la fin de la soirée, quelqu'un m'a demandé si je regrettais ceux qui m'avaient rejetée. J'ai regardé vers la fenêtre où la neige tombait comme la nuit de mon retour. « Non », ai-je dit. « On ne regrette pas les fantômes. » J'ai souri. Et cette fois, je ne jouais pas. La neige s'était remise à tomber, doucement cette fois. Comme un pardon si l'on croit en ce genre de choses. Je me tenais sous le vieux sol du jardin, celui que mon grand-père avait planté le jour de ma naissance. Ses branches ployaient tête encore vers la terre comme si elles m'avaient attendu tout ce temps. Le vent était froid, mais je n'ai pas resserré mon manteau. Je voulais tout ressentir. Ils m'ont enterré dans le silence. Mais je suis revenue avec la vérité. Pas pour les humilier. Pas pour les impressionner. Juste pour leur rappeler, et me rappeler, que l'effacement ne fonctionne que si on le laisse faire. Je ne suis pas revenue pour reprendre une maison. Je suis revenue pour devenir celle qu'on ne peut plus voler. Une femme qui n'a pas besoin d'une place à leur table parce qu'elle construit la sienne.
Une femme qui sait que l'héritage, ce n'est pas le marbre ou l'argent. C'est ce qui reste debout quand tous les autres s'en vont. La caméra s'éloigne. Evelyne marche seule dans le jardin. Plus d'ombre, plus de murmures. Juste le bruit des bottes dans la neige. Et quelque part au loin, la douce mélodie d'un jazz s'échappant de la fenêtre ouverte du salon d'été. Pas besoin de brûler les ponts pour partir. Certains d'entre nous grandissent simplement au-delà de ce qui n'était pas fait pour les retenir. Ils ne s'attendaient pas à me revoir. Mais je ne suis pas venue pour eux. Je suis venue avec l'acte.